Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un excellent dimanche, je vous remercie de passer quelques minutes en ma compagnie et aujourd'hui on va parler de La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Alors on va pas parler que de ce tome là, il se trouve que c'est le seul tome que j'ai en version papier. Les tomes 2, 3 et 4, je les ai écoutés au format audiobook. Et c'était pas désagréable comme expérience. Si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous vous dites mais Cécile, t'as pas déjà fait une vidéo sur La Passe-Miroir de Christelle Dabos? Ce à quoi je vous répondrai si, j'ai fait une vidéo sur ce tome là, justement, quand je l'ai lu il y a 2 ans et demi, je crois. Et je vous avais dit que je ne lirais pas la suite, ou qu'en tout cas si je venais à la lire, ça serait absolument pas une priorité. Il se trouve que j'ai dû lire la suite au travail, et donc je me suis forcée à lire les tomes 2, 3 et 4, et si forcée n'est peut-être pas le terme idéal pour le tome 2, parce que j'ai à peu près apprécié ma lecture, c'était pas transcendant mais ça allait encore, c'est le bon mot quand il s'agit du tome 3, à partir de la moitié du tome 3 et du tome 4. Je suis vraiment en fait déçue de ne pas avoir aimé cette saga parce que il y avait tout, c'était de la fantasy jeunesse francophone. C'est ce que je cherche à lire principalement. Si on rajoute des personnages queer, ce serait encore mieux, des personnages principaux queer, ce serait encore mieux. Mais déjà, il y avait pas mal de cases cochées dans ce que je recherche. Et c'est absolument pas passé. Vraiment pas envie de dire du mal de ce livre. Honnêtement, moi je partais avec une grosse envie de lire ce livre quand je l'ai acheté il y a 2 ans et demi. C'était vraiment, voilà, toutes les cases, tout ça. J'avais vraiment envie de le lire. Et dès le premier tome, ça a été compliqué. Du coup, on va commencer par le point positif. Je comprends parfaitement l'engouement autour de cette série. Parce que même si je ne comprends pas, entre guillemets, au niveau des défauts que je lui trouve, pourquoi ça a marché, je comprends pourquoi les qualités en fait prennent le pas dessus. Je vais m'expliquer. C'est un bouquin à l'univers tellement recherché, même si j'ai des petites critiques ici et là à faire dessus, l'univers, le world building, il est incroyable. Il y a un travail, mais alors je ne saurais jamais écrire une chose pareille avec, voilà, en toute modestie, en tout ce que vous voulez. Je pense que je n'arriverai jamais à la cheville d'un bouquin pareil. Au niveau de la plume, mais c'est d'une beauté, c'est magnifique, c'est extrêmement bien écrit, il n'y a pas une phrase mal placée, il n'y a pas une phrase, voilà, c'est vraiment des phrases, un texte où on a l'impression que chaque phrase a été réfléchie au millimètre près, on a l'impression que chaque phrase, chaque mot a été placé précieusement à cet endroit-là, que tout a un sens, que tout a une importance, il n'y a pas de phrase plus faible que d'autres ou plus forte que d'autres, c'est un ensemble, et c'est un ensemble très onirique, un ensemble vraiment très fantastique, et c'est extrêmement bien écrit, c'est vraiment une plume. Je n'ai jamais lu ça, et je n'ai jamais lu ça encore plus en jeunesse. Pour être une première critique que je pourrais lui apporter, quoique après en avoir discuté avec des collègues, je me suis rendu compte que, en tout cas dans mon groupe de collègues, j'étais la seule à penser ça, mais je ne comprends pas comment ce bouquin s'est retrouvé en jeunesse, enfin pourquoi ce bouquin est catégorisé jeunesse. Alors je suppose qu'elle l'a écrit dans le but à ce que ce soit de la jeunesse, mais j'aurais été une maison d'édition, j'aurais peut-être demandé de... un petit peu de l'adulte. Non. Alors c'est pas de la jeunesse à partir de 12 ans, c'est, enfin, pour moi si on doit le catégoriser en jeunesse, c'est de la jeunesse vraiment qui lit beaucoup, de la jeunesse qui s'approche un petit peu plus de la majorité, du young adulte pratiquement, mais c'est vrai que moi je lis énormément de young adulte, je lis énormément de young adulte fantasy, c'est principalement ce que je lis. La raison pour laquelle je ne lis pas de la fantasy adulte, c'est parce que je sais pas, je dois pas être assez intelligente encore pour comprendre les subtilités, et c'est justement ce qui s'est passé avec ce livre, c'est que je trouvais que c'était... compliqué comme un livre de fantaisie adulte. J'ai eu autant de mal à lire ce livre que j'ai eu du mal à lire Le Prieuré de l'Oranger. Alors ça veut pas dire que c'est à cause de ça que j'ai pas aimé, parce que Le Prieuré de l'Oranger, ça m'a pris 3 mois et demi pendant une lecture commune. Il y a un vlog si ça vous intéresse. Et j'ai pas tout compris, et pourtant c'était une de mes lectures préférées de l'année dernière, donc comme quoi on n'est pas obligé d'être très intelligent et de tout comprendre pour apprécier un livre. Mais quand même je trouvais que pour de la jeunesse, c'était un poil trop élevé. Alors non pas que les enfants, que la jeunesse, les adolescents, les enfants soient idiots, idiotes, qu'ils ne soient pas capables de comprendre ce genre de texte, mais je trouve que, ouais, au niveau du niveau de texte, c'était vraiment au-dessus de ce qu'on a l'habitude de nous proposer. Ce qui n'en fait pas un défaut en soi, mais du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que je pensais que j'allais lire de la jeunesse,
et je me suis absolument pas sentie dans un bouquin jeunesse. Pendant longtemps, j'ai cru que ce livre était rangé en jeunesse parce qu'il était écrit par une femme. Je sais pas si c'est quelque chose que vous vous êtes rendu compte, mais vous devriez regarder un petit peu vos librairies et voir ce qui est proposé au niveau des autrices dans les rayons jeunesse, comme par exemple Le Prieuré de l'Oranger ou certains livres de Victoria Schwab qui ne sont pas de la jeunesse, mais qui sont rangés en jeunesse parce que c'est de la fantaisie écrite par une femme et que si une femme écrit de la fantaisie, c'est forcément de la jeunesse. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était le cas parce qu'à la FNAC où moi je vais, les grands formats sont rangés en jeunesse et les petits formats de poche sont rangés en adulte. Donc du coup, je sais pas du tout dans quel état d'esprit Christelle Dabos a écrit cette histoire, dans quel but au niveau du public. Mais c'est vrai que moi j'ai déjà rencontré un premier obstacle là parce que j'ai eu l'impression de ne pas lire ce que je cherchais à lire. Du coup, public, structure, bon le public c'est un peu flou, la structure c'est incroyable, les phrases c'est de la poésie, c'est de la chanson, c'est tout ce que vous voulez, c'est magnifique. Si vous êtes amateur, amatrice de plumes très recherchées, foncez, c'est super. L'univers, on va parler des défauts, mais l'univers en soi c'est un travail mais colossal. Et déjà ça, rien que ça, en fait je comprends pourquoi ça a marché et pourquoi ça a plu. Mon premier point négatif, c'est que je trouve que cette histoire est portée par une personnage principale que je n'apprécie pas des masses. Le personnage principal d'Ophélie se retrouve mariée de force quand même et à devoir quitter le lieu qu'elle connaît, le lieu qu'elle vit, le lieu où elle travaille et toute sa famille pour arriver sur une arche qu'elle ne connaît pas avec un homme froid et antipathique, vraiment voilà, puis un mariage arrangé en plus, et un mariage arrangé en plus qui a l'air très politique et qui où on lui dit pas tout, et du coup il y avait plusieurs fois, même après quand l'intrigue évolue, où j'avais envie d'attraper Ophélie, de la secouer un bon coup et de lui dire tu veux pas te rebeller en fait un petit peu. Le souci c'est que moi j'ai trouvé le personnage d'Ophélie banal et principalement passive dans énormément de situations où en fait elle ne fait rien, elle se fait surtout balader par l'intrigue. Quand il se passe un truc un petit peu qui fait avancer l'intrigue, on a l'impression qu'elle tombe comme par hasard dessus, que comme par hasard elle était là au bon moment ou tout ça. Et c'est dommage parce qu'on nous la présente quand même comme quelqu'un qui a un grand pouvoir, qui est très puissante et qui en plus est très intelligente et qui a beaucoup de culture. Mais j'avais pas l'impression que dans ses actions, cela se retrouvait. Du coup j'ai trouvé que quand le rythme s'accélère vers la fin du tome 3 et courant le tome 4 où là il se passe 14 000 trucs, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de cassure entre ce personnage qu'on nous avait fait découvrir sans qu'il y ait un vrai développement. Moi dans ma tête il y avait l'Ophélie d'avant et l'Ophélie d'après et j'avais pas vu d'ascension. Autre chose dans laquelle j'ai eu beaucoup de mal à avoir une ascension, c'est l'alchimie entre elle et Thorne. J'espère ne rien vous spoiler. Au début c'est un mariage arrangé. Bon, si vous regardez cette vidéo d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là si vous les avez pas lus et que ça vous intéresse de les lire, mais c'est un mariage arrangé au début donc ils ne peuvent pas se voir. Et à la fin, ils sont amoureux l'un de l'autre. On comprend que Thorne développe des sentiments en premier et qu'ensuite c'est Ophélie. Moi, ma question, c'est que en fait, à partir du moment, enfin, au moment où Thorne lui a dit Ophélie, je vous aime, ou je vous aime Ophélie, j'avais pas vu de véritable ascension dans leur alchimie. C'est-à-dire que moi, je ne voyais aucune alchimie entre eux. C'est peut-être personnel, hein, parce que je lis pas assez de romances, parce que voilà, parce que l'amour et moi, voilà, c'est pas forcément mon truc, mais je ne voyais aucune alchimie entre ces deux-là. Il y avait absolument rien qui me donnait ne serait-ce l'envie de croire qu'ils allaient tomber amoureux tous les deux. En fait, le seul moment où j'ai commencé à vraiment voir une certaine alchimie entre deux, c'est quand ils ont commencé à se tutoyer. Et du coup, je ne sais pas si c'est à partir de là ou si c'est le tutoiement qui a fait un changement, je ne saurais pas comment expliquer. Mais à partir du moment où ils ont commencé à se tutoyer, donc tome 3, peut-être même mi-tome 3, où je me suis dit ouais ok, d'accord, peut-être qu'il y a un truc. Mais jusque là, ils lui avaient déjà dit, ils s'étaient déjà avoué leurs sentiments, ils s'étaient déjà... Voilà, et moi le personnage de Thorne, je ne peux pas. Je ne peux pas. Les personnages comme ça... Je dis pas que je veux des personnages parfaits, des personnages tout gentils, des personnages... Mais il n'y a rien chez Thorne qui me donnait envie d'en savoir plus sur lui, ou même d'être derrière lui et de vouloir absolument qu'il survive, de vouloir absolument qu'il combatte le méchant de la fin, que voilà. On parlerait pas un petit peu sexisme maintenant? Bon, je viens de vous faire un petit clickbait parce que je sais pas si j'irai jusqu'à utiliser le terme sexisme pour parler de la passe miroir. Je sais pas où je me situe. En fait, je trouve qu'il y a une très grosse différence dans la manière dont sont
décrit les personnages masculins et leurs actions, et les personnages féminins et leurs actions. Tous les personnages en dehors d'Ophélie sont plus ou moins horribles, ont plus ou moins des dessins derrière la tête, des plans, des stratégies, tout ça, et tous ces personnages sont prêts à n'importe quoi pour obtenir ce qu'ils veulent ou pour survivre. Jusque-là, pour moi, tout va bien. Le problème, c'est que je trouvais vraiment qu'il y avait un certain clivage entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que pour moi, les hommes, c'était politique, c'était une question de survie, c'était des hommes forts et des hommes puissants, et puis de toute façon, les hommes sont comme ça. Et les femmes, c'était vraiment histoire de dire, elles sont méchantes avec Ophélie, regarde-moi toutes ces femmes qui ont une idée derrière la tête et qui ne sont jamais amies avec vous pour une raison d'amitié, elles veulent toujours quelque chose. Et quand elles sont pas manipulatrices ainsi, elles jugent les autres femmes sur leur vie sexuelle par exemple, ou sur leur manière de vivre. Et il y avait vraiment ce clivage où, oui, des deux côtés, les personnages étaient pas sympas, mais les hommes c'était bien vu, les hommes c'était pour montrer leur puissance, et les femmes c'était vraiment pour... je saurais pas dire, pour en dire du mal, pour les faire passer pour les méchantes de l'histoire, je sais pas. Au début, je ressentais vraiment que c'était en opposition entre les hommes et les femmes. Et puis au bout d'un moment, je me suis demandé si c'était pas pour faire une opposition entre les femmes et Ophélie. Je me suis demandé si cela ne faisait pas tout simplement augmenter ce côté que Ophélie n'est pas comme les autres femmes. Ophélie, elle est gentille, elle est modeste, elle ne juge pas les autres. Ophélie, elle est à l'écoute. Ophélie, c'est quelqu'un de bien, contrairement aux autres femmes, qui elles sont manipulatrices, menteuses, elles vous mettront un couteau dans le dos, elles ont des stratégies, elles sont calculatrices, enfin voilà. Au bout d'un moment, je me suis vraiment demandé si c'était pas tout simplement ça, si c'était pas un moyen d'élever Ophélie. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, Ophélie, je ne lui trouve rien d'intéressant en dehors du fait que, bah, à côté des autres personnages, oui, j'ai plus envie d'être derrière elle et de l'encourager, de la soutenir, de croire en elle, que de croire en les autres femmes qui ont toutes quelque chose derrière la tête, ou qui en tout cas, si elles n'ont pas quelque chose derrière la tête, elles ne sont pas sincères. Alors je sais pas du tout ce que l'autrice a voulu faire avec ça, hein. Peut-être qu'elle s'en est pas du tout rendu compte, peut-être que c'était pas le but, peut-être que c'est moi qui extrapole aussi, c'est pas impossible, mais moi je l'ai ressenti comme ça, où... il y avait quelque chose dans l'écriture de ces femmes qui d'abord m'a fait les mettre en opposition avec les hommes et qui ensuite m'a fait me rendre compte que peut-être c'était pour élever Ophélie, ou en tout cas même sans le vouloir involontairement, ça élevait forcément Ophélie dans mon estime. Par rapport aux autres femmes, bah oui, elle n'est pas comme les autres filles et je déteste cette troupe et je déteste cette idée. Du coup, pour en revenir un petit peu au world building, j'ai eu un assez gros problème tout au long du bouquin. Qui venait peut-être du fait qu'au bout d'un moment j'arrivais plus trop à suivre. En fait que j'ai beaucoup de mal à parler de l'univers et que je parle de world building. En fait le world building c'est le fait de créer un monde. C'est ce qu'on fait au niveau du plan, quand on fait un plan, c'est ce qu'on fait pendant l'écriture, c'est vraiment le processus de création d'un monde. Et j'appelle ça du world building pendant toute la saga en fait parce que pour moi c'est de ça dont j'ai été témoin pendant 4 tomes. Je n'ai jamais vraiment eu l'impression de connaître l'univers, je n'ai jamais vraiment eu l'impression de comprendre l'univers. J'avais l'impression qu'à tous les nouveaux tomes, il y avait de nouvelles règles et que certaines règles n'existaient plus. Ce qui est expliqué par le fait qu'à chaque fois, elles changent de lieu, elles changent d'arche. Et que donc chaque arche a sa politique, sa magie, sa façon de fonctionner. Mais du coup, à aucun moment, j'avais l'impression de connaître l'univers. J'avais surtout l'impression de découvrir le monde à chaque fois, qu'il n'y avait pas de fin, que je ne faisais que découvrir, et que au final, cet univers, je ne le connaîtrais jamais, vraiment dans son intégralité, avec ses règles, avec ses interdits, avec sa véritable politique et même sa véritable magie. C'est vraiment quelque chose que je ne connaîtrais jamais, même après 4 tomes. J'avais honnêtement l'impression de ne pas suivre un univers, mais de suivre un world building, de suivre le processus de création de l'univers. Et enfin, on va en arriver au gros problème de la saga, et en tout cas de la fin de la saga, qui m'est personnel, mais en même temps pas tant que ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me rassurer en fait dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. C'est que j'ai pas tout compris. J'ai honnêtement pas tout compris. Déjà pour moi il y a beaucoup trop de personnages, ça c'est personnel, mais là maintenant honnêtement je viens de terminer le tome 4 là il y a 2-3 jours, je les ai lus les 3 tomes pratiquement à la suite, enfin je les ai écoutés pratiquement à la suite et j'en ai discuté au travail et sur les réseaux sociaux.
Vous me nommez n'importe quel personnage secondaire, je pense que je ne suis même pas capable de vous dire qui c'est. Rien à voir, c'est parce que je viens d'y penser, mais la saga s'appelle La Passe Miroir et j'ai trouvé que pendant les 2 premiers tomes, elle en traversait pas beaucoup. Genre vraiment, on oubliait limite pourquoi ça s'appelait comme ça. Et ensuite, dans les tomes 3 et 4, on dirait que ça se rattrape et elle en traverse un tous les 3 jours. J'ai aussi trouvé que... Je suis en train de divaguer, mais j'ai aussi trouvé que le sacrifice... Je sais pas si on peut appeler ça un sacrifice. Mais le fait qu'à la fin, Ophélie sacrifie ses doigts... Ce qui est censé être quelque chose d'énorme parce que c'est grâce à ses doigts qu'elle lit les objets, c'est grâce à ses doigts qu'elle fait sa magie. Le fait qu'elle les sacrifie pour sortir de l'envers, je crois. Je comprenais déjà plus rien à ce stade-là. Pour sortir de l'envers, il me semble, j'ai trouvé que c'était passé très vite sous la... Et non pas pour dire que j'aime bien être larmoyante et quand les choses sont un peu tirées à l'extrême, mais j'ai trouvé que pas mal de morts étaient passées très vite également. Pour revenir un petit peu au centre de mon idée, oui, il y a énormément de choses que je n'ai pas compris. Sur Eulalie-Dieu, sur Dieu, sur l'envers, l'autre, les échos. C'était beaucoup trop dense vers la fin. Il y avait beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de choses un petit peu d'un coup. Et vraiment, je n'arrivais plus à comprendre qui était qui faisait quoi, qu'est-ce qu'on chasse exactement, qu'est-ce qui est méchant, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est dangereux, pourquoi, tout simplement, pourquoi tout ça, ça arrive. Si je devais résumer ma lecture de La Passe Miroir, ce serait ça. Ce serait une écriture incroyable, que vraiment, une qualité que j'aimerais un jour atteindre, que j'aimerais un jour pouvoir dire je sais le faire, et c'est pas le cas, parce que déjà chaque auteurice a sa plume, et que donc voilà, c'est la plume de Christelle Dabos, moi j'ai la mienne. Sur la plume il n'y a rien à dire, c'est magnifique, on sent le travail derrière de la construction de l'univers ou même des personnages, on sent qu'il y a quelque chose, mais en fait la beauté du texte et le travail colossal que cela a dû demander ne rattrape pas les défauts que je lui trouve, qui sont les défauts des personnages et de l'intrigue, qui est au début très lente, très lente, et qui ensuite devient trop brouillon et trop compliqué. Ils sont beaux quand même, hein. Non mais on va pas se mentir, hein, les livres sont magnifiques. Je vous remercie d'avoir passé ces très longues minutes avec moi. N'hésitez absolument pas à me dire ce que vous avez pensé de La Passe Miroir si vous l'avez lu. Voilà, n'hésitez pas à venir discuter en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes passé par là, si vous êtes tombé sur cette vidéo complètement par hasard. Si vous êtes toujours là jusqu'à la fin alors que c'est la première vidéo que vous regardez sur la chaîne, merci. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent dimanche. Et oui, je vous embrasse.